Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lonapolis, aujourd'hui consacré au monde des arts graphiques. Je reçois Mandrill, un artiste d'origine suisse qui est de passage à Paris. Il travaille autour du dessin qui est son médium premier, mais il utilise ses créations pour produire une marque de vêtements. Il collabore aussi avec des artistes contemporains et a eu l'occasion de participer à de nombreux événements dans le monde entier. C'est sans aucun doute un personnage absolument cultivé, réac, hors du commun, avec une vision bien à lui du monde de l'art aujourd'hui. Je précise bien évidemment que tout ce qu'il dit ici n'engage que lui et c'est la volonté de cette émission aussi de recevoir des invités avec des avis très différents les uns des autres. Je vous laisse découvrir Mandrill. Salut Mandrill. Salut, nous voilà ici au comptoir du Chineur, un univers qui te ressemble. Donc on est dans une espèce de petite brocante au cœur du Marais, dans lequel on trouve un peu de tout. C'est toi-même qui m'a recommandé cet espace et je trouve que c'est un espace qui te correspond. Alors toi t'es dessinateur, artiste contemporain, c'est ton univers. Tu collabores aussi avec des artistes contemporains. T'es aussi dans l'histoire, dans la philosophie, la théologie, le mysticisme, toute cette culture-là. Comment je pourrais qualifier un petit peu ton travail ? Pour moi t'es vraiment entre le mérovingien et le Marvel ou un truc Ghostbusters les Templiers ou... Alors, récemment, on m'a fait une sortie assez bien. C'est qu'on m'a dit, ouais, ton univers, c'est du surréalisme post-apocalyptique. Donc c'est pas du surréalisme kitsch, parce que moi j'ai assez de peintres, d'amis, plutôt des boomers du 68 art qui font des trucs assez kitsch, c'est le lion qui vole, machin. Tout à l'huile, techniquement c'est bien, mais il n'y a pas cette dimension autocritique et puis assez contemporaine aussi, issue du jeu vidéo, de la SF et tout ça. Et oui, effectivement, je puise dans la gnose, dans l'imagerie, dans l'hermétisme, dans l'alchimie, dans le médiéval que j'adore. Je suis un rôliste à la base. Je suis un gros joueur, j'étais maître des jeux, j'étais MJ. On a des petits restes comme ça jusqu'à là. Ça va me suivre jusqu'à la fin, je pense. Donc en fait, toi tu travailles beaucoup le dessin. Oui, je suis vraiment. Moi, je dis sur ma carte d'ailleurs que c'est marqué illustrateur. Illustrateur. Je suis illustrateur, mais effectivement, je suis plus dans le domaine du plasticien, performeur, machin. Mais je mets pas. Je trouve ça tellement lamentable et outrecuidant et risible. Non, je suis illustrateur, mais j'aime toucher à tout. Tu t'inspires de tous les univers. De toute façon, on voit que là, en ce moment, donc, tu es à Paris. Tu es à Paris tu en profites pour t'inspirer, pour faire toutes les expos. Alors, c'est incroyable parce qu'on a l'impression que tu as écumé. J'ai des potes qui sont à Paris depuis des années, qui sont parisiens, qui me disent « Mais mec, tu as fait plus de trucs en 2 mois que moi en 6 ans. » C'est vrai que tous les jours, je fais une expo au minimum. J'essaie d'avoir ce rythme. Donc, je me déplace en skate tout le temps. Et puis, j'ai la chance vraiment de puiser ce substrat muséographique et autant aussi des découvertes fortuites comme ça, comme une boutique aussi géniale qu'on a ici. Je suis une éponge, je suis iconophage, je mange des images tous les jours. T'as participé à des expositions un peu partout dans le monde, ouais. à un certain nombre d'événements. Est-ce que tu pourrais nous raconter la pire et la meilleure expérience artistique que tu as eue ? Alors, une super bonne expérience, c'est le Mapping Festival à Genève. Donc c'est Genève, c'est la Suisse et tout. C'est une bande de geeks hyper bons qui sont dans la programmation, qui sont hyper à jour dans ce domaine, donc dans l'imagerie 3D, dans les programmes, des gars dans la déconne et tout. Donc super expérience. J'étais au MAMCO, le musée d'art contemporain de Genève. J'ai fait donc une résidence d'1 semaine à dormir la nuit, à dormir le jour et dessiner la nuit. Là, personne ne m'emmerdait. 1 semaine de travail intensif pour le projet Cityscape 2095, vous dites en France ? Ouais, et donc vous le trouvez sur le Dailymotion, sur Vimeo, sur YouTube. C'est un projet de dingue en réalité augmentée. Ça, c'était génial. Le pire... Oh putain, je me suis retrouvé à la foire d'art contemporain de Mulhouse pendant un événement de street art. Donc c'était, je vais faire vite, mais en gros, c'est un immense... Le spot était incroyable. C'est une usine de textile gigantesque sur 5 étages, un espace, mais je pense qu'il y a 4000 mètres carrés, quoi. On arrive, le mec, normalement, il nous avait dit « Ouais, je vous peins, vous devez dire la couleur que vous voulez. » On a nos box comme ça, et puis il les peignait. Tu parles, on arrive le jour, il n'y avait rien qui était... Ils étaient encore en train de construire les box. Et c'était l'enfer. Je me suis retrouvé à vouloir faire mon accrochage. Et les mecs, jusqu'au dernier moment, ils étaient encore en train de balancer du spray. Puis alors moi, j'ai dû tout mettre mes tableaux, les enlever,
laisser les clous et tout, et puis tout en remballer, parce que je pouvais pas, j'ai des tableaux, j'ai des cadres verts anti-reflet, des trucs qui te coûtent un bras. Les mecs ils sont à côté de toi en train de faire du street art, encore même une minute avant l'ouverture du vernissage, les mecs ils étaient encore en train de sprayer et tout. C'était l'enfer. Pas de chiottes, pas de trucs, des toilettes sèches qui ont été construites juste au moment du vernissage, c'est plus ou moins que c'était opérationnel. Des tox qui venaient emmerder, des clodos, machin. C'était, j'étais là, j'en revenais pas, c'était un sketch des Monty Python. C'était horrible. Mais super bonne vibe, des potes et tout, on s'est marré. Mais moi j'ai eu peur parce que j'avais tous mes originaux. Puis j'ai même dormi sur place parce que j'avais peur que les gars, au niveau sécu, tu vois, c'était un fait social total, comme on dit. À tous les niveaux, j'avais peur. J'aurais pu perdre mes heures. Il manquerait plus qu'il y ait un dégât des eaux, que ça prenne feu, quoi. Voilà, c'est parfait parce qu'en fait, t'es pas le seul à tout beau de vivre des expériences à chaque fois en tant qu'artiste catastrophique. Tout plein de gens qui croient que à chaque fois c'est beau et tout, c'est incroyable. Mais il y a plus d'histoires comme celles que tu racontes. Non, justement, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'anecdotes comme le mapping que des banques la pire. Mais c'est vrai que des trucs où le lieu est pourri, où au final le galeriste y craint. Ça arrive plus souvent en fait. Mais en fait, c'est la norme. C'est la norme. C'est la norme. Okay. Alors, si tu t'attends à un monde structuré, universitaire, linéaire, non. C'est un monde, c'est une jungle. Tu peux souvent avoir des gros constats anthropologiques et éthiques décevants. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu pensais que c'était cool, et puis tu remarques que l'esprit du lucre, la vente, ça n'aide pas à grandir la magnanimité de l'âme. Et au contraire, tu te retrouves souvent aussi un peu avec des arnaques, machin. Donc l'expo, en plus, elle est finie, puis après, l'épisode n'est pas fini. C'est qu'après, il faut encore se faire payer, il faut encore faire des procès, des machins. Non, ça peut être... c'est très avilissant au niveau... c'est une endurance qu'il faut aussi avoir. Et beaucoup de gens arrêtent avec ça. Tu fais 1 ou 2 expériences de merde et t'arrêtes. Et il faut être un warrior parce que c'est un désert. Et les oasis sont rares. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, c'est-à-dire la première chose, c'est la façon dont tu es rémunéré. Qui te rémunère aujourd'hui ? Est-ce que c'est une rémunération qui est fixe ? Est-ce que c'est un pourcentage sur tes ventes ? Comment ça se passe ? Alors ouais, quand je fais mes impôts en Suisse, c'est l'enfer parce que j'ai 45 000 fiches de salaire à rendre. Ça, on a ce qu'on appelle les certificats de salaire. Je vais commencer par le plus noble puis je vais descendre. Pour des sources d'argent stables, pérennes, je suis prof à l'Académie de Meuron, une académie, j'ai fait un lapsus, une économie d'art, une école géniale issue un peu du vieux monde des beaux-arts, mais on essaie aussi de faire du numérique, de la photo, de la 3D, tout. Enfin, c'est une école géniale, vraiment. Je suis ébobie tous les jours, chaque fois que j'enseigne là-bas. Enfin, j'enseigne quoi ? Tous les jours, faux. J'enseigne 1 jour par semaine. Je fais la BD et l'anatomie, le dessin numérique, l'histoire de la BD, du dessin contemporain. Donc ça me permet d'avoir ce qui me permet plus ou moins de payer mon appart. Après, je travaille dans un théâtre. Je suis intermittent du spectacle, ce que vous appelez ça en France, mais en gros, je suis machiniste. Je démonte les scènes pour les concerts philharmoniques dans un gros temple, d'ailleurs le premier temple suisse protestant, qui s'appelle le Temple du Bas, au centre de la ville tardo-romane de Neuchâtel, qui est à 300 mètres de chez moi. Donc il m'appelle des fois en urgence, et puis je viens monter et démonter des scènes. Donc c'est physique, c'est assez chiant, mais on se marre à fond. J'ai fait de la sécu aussi, assez relou, mais j'ai aussi fait de la sécu, donc truc bien prolo. Donc ça, c'est les trucs où j'ai l'argent avec des fiches de salaire. Je suis aussi remplaçant, donc chaque fois qu'il y a des écoles, ils m'appellent. École où je vais remplacer un prof d'histoire de l'art, je vais remplacer un prof de français. Donc c'est plutôt sciences humaines. Je suis expert en art visuel, donc chaque année, normalement, dans les écoles, dans les lycées artistiques, je suis le mec qui va plutôt essayer de détendre l'atmosphère puis essayer d'aller sortir l'élève qui se fout dans la merde tout seul. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, tertiaire, produit de la culture de l'État. Et sinon, j'ai plusieurs galeries qui vendent online mes travaux. Donc j'ai une rémunération sur ce que je vends. Mais c'est eux qui font le travail de promo. Eux, je leur laisse des originaux et tout ça. Donc ça, c'est une partie. J'ai aussi une marque de fringues qui marche pas mal, où je reçois un pourcentage quand ça passe par mon site. Quand les gens font le lien sur Internet par mon réseau à moi, je touche 20%, sinon c'est que 10%. Et puis sinon, y a l'art contemporain, où je reçois de l'argent, où là c'est tout le bordel, où comment tu fais le deal entre du 50-50 ou du 60-40 avec le Alors quand tu parles de deal, c'est avec les galeries ? Voilà. Là, c'est le monde des galeristes, c'est la jungle avec les galeristes. Puis après, il y a aussi sous le manteau, mais bon, c'est généralement très péjoratif. J'aime pas faire ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui prennent contact directement avec moi, qui viennent chez moi à mon atelier, qui prennent directement sur place. Mais c'est du mauvais argent parce que t'as tout intérêt à le vendre. Alors lui, tout le monde y gagne. Moi, j'ai plus d'argent. Lui, il paye moins cher son tableau. Mais moi, je dois passer par un galeriste parce que c'est comme ça que tu donnes une cote, c'est comme ça que tu légitimes, c'est comme ça que tu poses tes couilles dans le game. Parce que si tu fais ça à l'emporte-pièce comme ça, en mode
mode brocante justement, ça pas. L'art contemporain, c'est un monde des intermédiaires. Tu dois raisonner avec quelqu'un d'autre. Sinon, tu restes dans cette espèce tu ne dépasses pas ce plancher de verre du truc cool, un peu street art, un peu graffiti, un peu machin. Enfin, comme mes potes font, ça marche très bien parce qu'il y a une niche. Mais moi, je dois sortir de ça. Je dois rentrer dans les foires d'art contemporain. Je dois rentrer chez Art Paris. Je dois aller à la FIAC. Je dois aller à Scope. Je dois aller à Show Off. Puis pour ça, t'es obligé de vendre ton cul. Tu dois passer par un intermédiaire, un intercesseur entre guillemets. Et puis là, j'emploie un terme noble. Généralement, c'est juste des commerçants, c'est des marchands du temple. Si tu fais ça tout seul, c'est de la merde. Mais ça m'arrive de faire ça. Et puis je fais aussi des projets tatou pour des potes. Alors moi, j'ai plein de potes tatou, des anciens élèves d'ailleurs. Je propose des iconographies. Et je dis, tu veux un truc comme ça, si tu veux du biomécanique steampunk, moi je peux t'envoyer des pistes et tout. Machin. Donc c'est un peu du coaching d'image que je fais. Donc à la fin, je m'en sors, plus ou moins. Il y a des périodes de vaches maigres, beaucoup. Et il y a des périodes de vaches grasses. Et puis je fluctue comme ça. Quand tu parles pour revenir sur les collaborations avec les marchands, justement, donc en fait l'idée de la communauté, parce qu'il y a la communauté artistique, c'est ce que tu dis, c'est là par exemple la communauté des graffeurs qui souvent ne sortent jamais de cette forme de communauté puisqu'ils vont rarement chez les marchands, alors peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Ça commence à changer. Maintenant, il y a effectivement beaucoup d'artistes dans le street art qui commencent à être bankable. Et puis, c'est pas forcément c'est pas que c'est pas les bons, mais c'est vrai que c'est les vieux qui maintenant peuvent poser leurs couilles sur la table. Loomit, tout le monde parle de Banksy qui connaît pas ça. Mais le graffeur, moi j'ai un pote qui est commissaire d'expo. Il a fait une exposition avec tous les artistes locaux. Et il y a des très très bons graffeurs sur Neuchâtel qui sont connus de manière quasi mondiale. C'est le Crew R2F, notamment un de mes meilleurs amis qui s'appelle Willow, avec qui je collabore. Je sais d'anecdote, c'est que le mec a fait ah non, le graffiti c'est dehors. Le graffiti c'est dehors. Ça va pas dans la galerie quoi. Je trouvais cette anecdote très pertinente. C'est vrai. En même temps, il est pas si tort que ça ontologiquement. Le graffiti, ça doit rester dehors. Et qu'est-ce que ça vient en galerie? Mais en même temps, moi j'ai vu des trucs en street art incroyables qui ont complètement sa place en galerie. C'est large débat. Je pense qu'on va pas élargir là-dessus. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi tout d'un coup la pop culture, certains aspects rentrent et d'autres pas et restent toujours dans ce fameux plancher de verre en dessous quoi. En ce moment, tu es à Paris, donc tu visites des expos, etc. Donc qui finance aujourd'hui, puisque c'est la base de ta créativité, de ton inspiration, ouais. C'est ce que tu viens chercher ici, que tu n'as peut-être pas en Suisse ou alors dans une moindre mesure. Qui finance ça? Alors c'est la bourse que j'ai actuelle, c'est le conseil communal de Neuchâtel, c'est un service culturel donc du canton qui ont un appartement à la Cité des Arts. Donc c'est communal? C'est la ville. Non, c'est la ville, qu'est-ce que je dis? C'est le canton de Neuchâtel. C'est le Parce canton. que j'ai aussi eu la ville. Donc il y a deux entités, il y a ville ou canton. Les deux s'entendent pas d'ailleurs. Enfin, s'entendent pas, façon de parler, mais c'est un peu la compète quoi. La ville a beaucoup plus de moyens paradoxalement que le canton en entier. Et la ville a l'atelier de Paris, à la Cité des Arts, l'atelier Le Corbusier. La ville, qu'est-ce que je dis? Je recommence. Le canton de Neuchâtel a l'atelier Le Corbusier à la Cité des Arts de Paris. La ville a par contre l'atelier à la Scarbeck à Bruxelles, qui n'est pas un atelier qui est dans un contexte de communauté artistique. C'est un atelier, en gros, ils ont un appart qui paye et puis ils font venir des artistes dedans. Ils ont la même chose au Caire. La ville, je crois que c'est Le Caire et Bruxelles. Et la ville, le canton a aussi Berlin. On avait New York, on avait Bénarès. Voilà, peau de chagrin, non, il n'y a plus. Donc heureusement, on a gardé Paris parce que c'est un appartement qui a été acheté dans les années 80 par des artistes. Je crois qu'ils ont dépensé 100 000 balles. Il y a les artistes qui ont foutu des vieux boomers qui étaient là. Personne ne ferait ça à l'heure actuelle. Plus aucun artiste aurait un élan solidaire de dire pour les générations futures, il faudrait qu'on ait un appartement à Paris et tout. Donc moi, je bénéficie de ça. C'est rien. Hein. C'est 6 mois, l'atelier est assez vétuste et il me donne 6 000 balles. D'accord. Et comment t'es rentré? Tout le reste, c'est moi, c'est ma poche, c'est mes économies. C'est ta poche. Ouais. D'accord, c'est personnel. Comment t'es rentré en contact avec eux? J'ai honte. J'ai vu un de mes élèves, que j'adore d'ailleurs, qui était en train de faire le dossier à la main comme un loser et tout. Il faisait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Par challenge, c'était un jour avant la deadline. Hein. Je me suis dit, je vais le faire. Je vais me faire un petit dossier, quoi. Paris, j'ai tous mes anciens profs d'anthropologie qui sont d'ailleurs directeurs de recherche au CNRS. Moi, à Paris, j'y vais tout le temps. Hein. Je vais à peu près, tout le temps. Je vais en tout cas une fois, je dirais pas par mois, mais une fois tous les 2 mois, voir des expos, des machins. Ça coûte cher, tu vois, TGV, machin, j'en ai pour 200 € à chaque fois, aller-retour. Là, je me suis dit, putain, je me fais une petite retraite à Paris, ça peut être monstrueux, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. Allez, je leur fais un putain de dossier. J'ai fait un dossier
j'ai gagné, ils m'ont dit à l'unanimité. Ils ont vu, dès qu'ils ont vu mon dossier, ils ont checké, ils ont dit, ah, c'est bon, Mandrill, on le prend. C'était 3 artistes et chaque fois, 3 artistes, 6 mois. Donc ils prévoient toujours 1 an et demi à l'avance. Et je l'ai chopé direct. D'accord, et c'est la seule fois où tu as bénéficié des subventions, où tu as monté des dossiers pour récupérer... En 15 ans, ça fait la 3e. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai demandé un dossier, moi je demande jamais rien. C'est volontaire ? Parce que je suis hyper critique sur ces officines. Et ça fait que de confirmer ce que je vis là à Paris, vu que normalement c'est chaque fois des ateliers dans des lieux qui appartiennent. C'est des lieux comme ça, t'as une maison ou un appart perdu à Auxerre ou un appart perdu à Bruxelles. Là, on vit dans cette commune. Et ce que je vois, ça me fait que de confirmer ce que je pense sur ce lucre et cet environnement, ce microcosme, cet entre-soi de l'art contemporain. Parce que moi, je suis pas dans l'art performance, je suis pas dans la déconstruction, moi, je suis encore de l'ancien monde. Moi, je suis un illustrateur. Pour eux, des dessinateurs, tu fais de la BD, tu vois. Qu'est-ce que tu viens faire ici, quoi? En 2007, j'ai eu Bruxelles, et puis en 2011, en plein printemps arabe, j'ai eu le Caire. C'est les seules fois où j'ai demandé officiel par le monde, on va dire, du tertiaire. J'ai eu en 2012 l'atelier à Shanghai, et ça, c'était un coup incroyable. J'ai vu cette offre, on m'en a parlé. C'est Shanghai via Swatch Group, donc c'est privé. Ça n'a rien à voir avec les impôts des gens. Et puis là, j'ai aussi gagné à l'unanimité. J'ai chopé l'atelier à Shanghai pendant 6 mois. Et, c'est marrant, du coup, tu dis à l'unanimité. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que ton dossier était meilleur qu'un autre ? Mais je pense qu'il y a ce côté suisse qui est toujours lié à l'horlogerie. D'ailleurs, c'est pas principalement comme ça aussi que je gagne des mandats. J'ai pas répondu à cette question. C'est que j'ai aussi des mandats. Ça, j'ai pas dit. C'est clair, j'ai l'art contemporain, mais j'ai aussi des mandats d'illustrateur. Mais justement, les gens avec qui je collabore, c'est des gens qui vont choisir mon univers. Donc c'est pas pour faire des pubs pour des assurances, quoi, par exemple. C'est comme par hasard, il y a un lien avec mon univers style victorien, médiéval ou tout ça. Et l'horlogerie est très friand de ce truc très technique. La Swatch, ça a tout de suite matché. Et puis je pense qu'ils ont tout de suite vu, le petit Suisse, parce que c'est international, hein, mais ils mettent aussi des Suisses. Puis ils ont fait, le petit Neuchâtelois, il a l'air cool, ils m'ont mis. Je pense que, je résume de manière un peu maladroite, mais il y a ce côté valeur-travail, précision, et puis dimension aussi littéraire, vu qu'à la base je suis un littéraire, qui doit assez peser dans le game. Ils disent, ah ouais, non mais lui on sait qu'il va pas glander. Parce que le but c'est pas d'envoyer un gars qui va faire du tourisme, quoi. Il faut envoyer un mec qui, certes, j'en fais, hein, je vais tous les jours faire des expos, mais je décante tout ça puis je produis à fond. Donc c'est pas juste du dilettantisme bourgeois, on va faire le con. Mais tu te rends compte que justement, c'est ça qui est intéressant chez toi aussi, c'est que du coup tu bénéficies en fait d'une subvention elle est ce qu'elle est, mais il y a des gens qui ont des subventions bien plus importantes et qui font pas le travail que tu fais. Bah ouais, mais il y a des abrutis, c'est clair, c'est clair. Mais je vois des trucs incroyables. Alors heureusement, il y a un truc qui me fait garder espoir, c'est le monde de la musique. Parce que moi j'entends, j'ai des voisins, hein, j'ai un atelier argentin, j'ai des Finlandais, pianistes, harpe, là j'ai aussi de la clarinette. Eux ils sont pas tombés dans le piège de l'art contemporain, de art performance. Il n'y a pas un mec qui pendant 1h30 en concerto, en tant que musicien, de filiation, on va dire, conservatoire, va te presser une touche pendant 1 heure. Il y aura un artiste performeur d'art contemporain qui va te le faire. Mais le monde classique, philharmonique, les mecs qui jouent des instruments en gros, ils ont encore cet atavisme de l'ancien monde. La musique vivante. De la musique réelle, du travail, des arpèges. Le mec, il fait 8 heures de piano par jour. Moi, je l'entends jouer, ça me dérange pas, j'adore. De toute façon, moi, je mets mon casque, j'entends plus rien. Il y a une vraie valeur travail et on se rejoint. Comme par hasard, c'est avec eux que je m'entends bien. Par contre, les autres qui font de l'art performance, puis je te parle même pas de la danse contemporaine, ça fait peur. Ma prochaine question, je voulais rebondir sur ton rapport avec tes collègues indirects de l'art contemporain, parce que justement, toi tu dis que tu es de l'ancien monde, tu es un des rares illustrateurs qui est considéré comme dans l'art contemporain, alors que tu pourrais simplement être considéré comme dessinateur, illustrateur, BDiste. Il y a un autre univers. Il y a un autre univers qui marche aussi. Et du coup, comment tu t'insères dans ce marasme de l'art contemporain, de la FIAC et tout ça? À coup de low kick et de takedown de MMA. Et du coup, ça fait mouche parce que quand tu vois comment les gars ils sont tuning, il n'y a pas trop de résistance. Non, je rigole. Il faut faire un peu. Voilà, je crois sincèrement aux synchronicités jungiennes. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Moi, je vais jamais au râtelier. Hein. Je suis plutôt coopté. D'ailleurs, ça se passe comme ça. En fait, tu es adoubé par les gens. Et de vouloir toquer aux portes, ça marche pas de toute façon. Donc je le sais, donc moi je le fais pas. Puis si je le fais, c'est de manière fortuite parce qu'on m'y emmène. Et puis je cause et tout, puis ça match ou ça match pas. Et généralement, ça match pas. Parce que moi, déjà sur ma gueule, je sointe l'hétéropatriarcat cisgenre de l'ancien monde. Et donc du coup, les gars, ils sont là, il est pas dans notre camp. Même si on peut faire de la sociologie de gender, parce que je suis le premier à l'avoir étudié à l'époque à l'université, avec Hélène Hertz d'ailleurs. Disons qu'il y a tout de suite un petit truc, une petite aura, l'effet halo inverse, quoi. Mais quand ça match, par contre, c'est génial. Ils voient, lui, il a l'air cool. Donc c'est un peu quitte ou double. Et c'est souvent quitte.
type un peu la mandrille, là. Adieu. Je suis là, bon, bah, ça n'a pas matché. Mais quand ça match, c'est génial. Et je sais que je réponds peut-être à une question que tu vas peut-être me poser, mais c'est pas une relation business. Il y a au-delà, en fait je trie, puis quand ça match, ça devient même une amitié, une relation, on va dire intime, qui mélange forcément, je dirais même du spirituel entre guillemets. Mais ces gens sont rares dans ce domaine, donc les peu qu'il y a, je les chope. En effet, toi, t'as une culture tellement vaste sur la littérature, la philosophie, l'histoire, le mysticisme. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, dans l'art contemporain, qui n'ont pas cette culture-là, qui sont, on va dire, des arrivistes, mais qui profitent un petit peu. Qui détruisent, au contraire, ils sont plutôt dans la démarche de la déconstruction. Mais comme disait le Rodochin, la déconstruction, faire de l'art de la déconstruction, c'était très bien dans les 30 Glorieuses. C'est venu par là. C'était très intelligent parce que c'était raisonnable, entre guillemets, de détruire ce monde qui se construit, qui était faux. Au niveau économique, au niveau émancipation, maintenant, n'importe quel écolo explique bien, on ne peut pas faire une croissance infinie. Mais maintenant, taper sur ce monde-là, qui se détruit de lui-même, c'est complètement non productif. C'est même, entre guillemets, ethnomasochiste, autophage et complètement ridicule. Il faut recréer, et en humilité totale, parce qu'on ne pourra jamais être aussi fort que Delacroix et Rubens et Rembrandt. Donc moi, quand je me fais des expos classiques ou quand je vais au Louvre, je suis là, putain, on est quand même vachement loin du bal. Puis comme disait Dali, je suis fort, mais je suis fort par la faiblesse des autres. Parce que moi, je suis pas fort, en fait. Je suis fort parce que les autres sont mauvais. Je pense que je suis totalement dans cette cour-là. C'est-à-dire que je suis dans mes sparring partners, ils sont mauvais. Mais ils sont très forts parce que médiatiquement, c'est eux qu'on met en avant. C'est pas l'art contemporain, c'est l'art de certains contemporains. Et l'art contemporain qui est maintenant mis par les médias et par l'économie, qui valide, c'est pas l'art des dessinateurs. Est-ce qu'ils maîtrisent plus justement les codes des médias ? Communication, mais oui, c'est que ça. Plus que leur propre art. C'est ça la véritable performance au final. Et ça, moi je pense que la véritable performance, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est quel que soit ton talent, cette valeur travail, ça ne vaut rien si tu sais pas vendre ton cul, quoi. Et vendre son cul, des fois, il y a des trucs que moi je pourrais jamais faire. C'est pour ça que j'ai l'impression aussi un petit peu de stagner. Alors qu'est-ce que tu pourrais jamais faire, par exemple ? Bon là, on va rentrer dans des sujets qui sont houleux et qui sont dignes du courroux de certaines institutions. Et c'est même, je dirais, condamnable par la loi sur certains sujets. Non, mais en gros, Omar Sy cartonne. Il est noir, il est musulman. Il pourrait ouvrir sa gueule, il aurait un impact incroyable. Quand tu lui poses la question où c'est que vous vous placez sur le conflit israélo-palestinien, je ne réponds pas à cette question. Tu vois, ces gens de pleutres, je les appelle les couards, c'est des clampins, quoi. C'est des vieux termes que j'adore, mais qui illustrent parfaitement la situation des acteurs culturels à l'heure actuelle. Ça fait les écolos de salon. Alors que on n'appelle c'est même plus la gauche caviar, c'est la gauche kérosène. Les mecs, ils ont un impact écologique 4 fois pire que 2 Américains réunis, 5 Américains réunis par semaine. Et ça prétend donner la leçon. Donc ça donne la leçon à la moraline de Nietzsche, mais en même temps, sur les vrais sujets politiques, ils sont complètement... Il y a une espèce de chape de plomb où il y a une espèce d'injonction morale et esthétique que ces acteurs culturels donnent sur la géopolitique actuelle, migratoire, économique, machin, qui, si tu ouvres ta gueule, d'ailleurs, envie de dire, c'est pas le clivage droite-gauche, hein, mais les seuls qui peuvent ouvrir leur gueule à l'heure actuelle, qui sont un petit peu dans mon obédience, il y en a pas beaucoup, hein, c'est quoi ? C'est Depardieu, c'est Sardou, et puis Alain Delon. C'est ces vieux fucking white males qui ouvrent encore un peu leur gueule, qui représentent l'ancien monde. Mais ils sont en voie de disparition, c'est de l'extinction massive. Maintenant, tu vas sur un plateau télé, si t'es pas pour le progressisme total, mais t'y arrives même pas en fait. T'es directement repéré, tu peux même pas... regarde Chiruquier, qui c'est qui parle, quoi. C'est du discours de plateau télé de Miss France, au niveau géopolitique, au niveau investissement. C'est tout le monde est gentil... Il n'y a aucune pertinence et même un petit peu de cynisme. À la limite du cynisme, il y a peut-être Lucchini qui ouvre un peu sa gueule, mais c'est le seul. Il n'y a rien. Après, l'art ne doit pas être politique. Pourtant, moi, j'ai l'impression que oui. Parce que c'est les tripes qui parlent et puis t'es influencé par ça. On est des émetteurs. Donc moi, de l'art bobo, de l'art pompier, merde, c'est ce qui se fait. Et justement, je pense que moi, c'est ce que me dit ma mère. Mais tu ouvres trop ta gueule. Ouais, je crois que je me suis brûlé les ailes sur certains sujets. Et je le sens. Mais en même temps, je l'assume et ce sera jusqu'à la mort parce que j'en ai rien à foutre. Quel impact ça a sur ta carrière ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines galeries qui vont pas me prendre. Et ça fait chier parce que c'est ces galeries-là que j'aurais dû aller, où j'aurais dû rayonner. Mais mon rayonnement ne correspond pas à leur longueur d'onde à eux. Eux, ils veulent un truc clean, ils veulent un truc sans souci, qui n'influence pas la valeur marchande de mon œuvre. Et moi, je suis une bombe à retardement. Et effectivement, je fais hyper gaffe, mais je pourrais à tout moment marcher sur des œufs, qui fait que ça impacterait ma cote en fait. Donc c'est vraiment des procédés assez ignominieux, assez pervers. Lui, il va fermer sa gueule, il va bouffer, il va bien sucer.
il va bien, excuse-moi, hein, il va bien sucer, il va même avoir mal à la mâchoire, mais il va rien dire. Donc c'est bon, on le prend, on le valide. Lui, alors lui, il peut faire chier. Mais en même temps, c'est ma force, parce que je pense que les mecs qui visent sur moi, ils savent que ça peut être aussi une forme de charisme et puis de valeur, de panache. Et puis il en faut. Ouais, de grâce, entre guillemets. Ouais. Je voudrais parler de vite fait des droits. Est-ce que tu déposes tes œuvres ? Ouais, alors, est-ce que tes œuvres sont protégées ? Ouais, je mettais à l'époque, envoyer des originaux en faire-part, tu sais, enfin en courrier recommandé. J'avais fait ça pour certains trucs. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de copie Ouais, ou... ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, la meilleure expérience que j'ai eue, Cityscape, je me suis fait... En gros, c'est connu, il n'y a pas que moi, hein, mais tous les festivals de 3D, d'imagerie, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, l'année suivante, c'est copié, mais c'est un truc de dingue, c'est copié, mais au niveau trait pour trait, ou pixel par pixel, si je pourrais dire, dans les festivals d'imagerie coréens. C'est-à-dire que la Corée, c'est un peu comme la Chine, la copie n'est pas péjorative. Au contraire, c'est tu copies à l'image d'eux. T'es autant bien que... Moi, je me suis fait copier Cityscape, mais la compo la même, ils ont aussi utilisé Cinema 4D, donc ils ont utilisé le même effet de ciel. Ça, c'était une erreur de mon pote qui avait bossé. J'avais dit ouais, il faudrait qu'on bosse plutôt en vidéo. Ah non, on bosse sur Cinema 4D, c'est plus facile à manier. Enfin bref, je me suis fait donc baiter complètement un projet. J'aurais écrit d'ailleurs, et un pote coréen m'a traduit et tout. Ils ont jamais répondu, mais la vidéo a disparu après. C'est ça, dans ce cas-là, quel recours t'as ? Si je peux le croiser, c'est le low kick. Mais non, il faut être un peu plus malin. Je me suis fait complètement baiter un truc d'Ikea, mais Ikea suisse. J'ai fait un truc de light painting, donc j'avais fait du stop motion en lampe de poche, donc ça donnait hyper bien. Et 2 mois après, persuadé que l'agence qui me suivait sur Facebook a copié le truc. Quelle bande d'enculés. mais ça c'est le gros problème de l'art contemporain aussi. Les trucs ou même du street art, les trucs qui marchent, les effets qui marchent, c'est réinvestir, englobé par le capital est tellement fort qu'un truc qui marche, c'est englobé dans une perspective publicitaire. Genre le stop motion papier qui était hyper fandard et hyper entre guillemets pas précurseur, mais tu pouvais prendre des risques avec, parce que c'est un moyen de faire des petits films assez cool sans gros budget. Maintenant on fait l'esthétique handmade dans la pub. Genre Orange ou bien Salt qui te fait un gros truc avec l'esthétique étudiant d'art en fin d'année quoi. Puis ça c'est immonde. Puis ça on doit être plus fort parce qu'on doit à chaque fois raisonner avant, parce qu'on sait que tout ce qu'on fait va être utilisé comme esthétique publicitaire, esthétique Instagram moi j'appelle ça. Et c'est immonde. Et j'ai des potes qui se sont fait aussi baiter des trucs, enfin voilà, mais ça fait partie du game, hein. C'est la nouvelle jungle. Tu peux nous dire un petit peu comment tu communiques aujourd'hui ? Donc tu es très présent sur Instagram, tu fais des stories sans arrêt. Je fais des documentaires, on dit. Tu documentes ton travail, c'est excellent. C'est même plus des stories, c'est des documentaires. C'est ça, tu documentes ta vie en fait en permanence. En fait, je montre ce qu'il faut montrer. C'est-à-dire que il y a une partie fourvoyante, c'est je montre, tu vois que tu connais le proverbe, celui qui indique la lune, l'idiot regarde le doigt, mais c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a toute la dimension introspective, je suis pas l'instagrammeuse à la con qui va se filmer quand elle médite par exemple, ou qui fait tout ce travail personnel, je pense même pas que je le fais d'ailleurs, on dit ouais, c'est un surexcité, il filme tout le temps, non, je filme ce que je veux, puis je montre de manière assez cynique ou des fois un petit peu poétique, des trucs beaux, ou des trucs deg, ou des trucs cons, je me fais striker, je me fais shadowbanner tout le temps. C'est Instagram, c'est Facebook un peu moins, c'est plus pour les événements. Et puis j'ai un blog aussi. Puis voilà, c'est le virtuel, mais concret, parce que moi ce que j'aime c'est le monde du papier, les encres. Et puis c'est un peu antinomique face à ce monde, mais je suis conscient, j'adore en même temps. Je déteste ma voix, je dis conscient qu'il faut que je joue de mon propre mal-être, donc j'essaie de le faire de manière un peu à la Funès quoi. Funès, il aurait voulu être danseur, ma mère est prof de danse. Funès aurait voulu être danseur, puis il a fini comique. Gad Elmaleh, avant qu'il finisse plagieur, il voulait être musicien. Et puis il a fini comique. J'ai l'impression aussi que peut-être j'aurais voulu être un grand peintre. Alors, j'ai pas envie de finir comique parce que j'ai pas du tout une prétention de faire des gags et des jeux de mots à la Ruquier. J'essaye d'esthétiser l'inesthétique, quoi. Il y a une vie de gros paumé de la génération Y, quoi. Est-ce que tu as un conseil, si tu devais donner un conseil à un artiste contemporain, un dessinateur comme toi qui débuterait, qui saurait pas par où commencer, un conseil? Un seul, de lire la biographie de Chomo. C'est un artiste d'art brut qui est hors norme, qui est juste, pour moi, c'est le pavé. D'ailleurs, le titre, c'est Chomo, le pavé dans la mare intellectuelle. C'est un mec qui a vécu 40 ans dans une forêt à Fontainebleau, à 1h30 de bagnole d'ici. Il a construit lui-même son village, tout seul.
Il appelle ça le village préludien. C'était le village pour que les futurs artistes aillent dedans se régénérer face à ce monde matérialiste complètement débile. Le mec a 30 ans d'avance sur tout, sur la dimension écologique, sur le matérialisme, sur le monde du virtuel. Il a tout prévu. Il a tout prédit. J'en dis pas plus, mais c'est un phare dans ma création. Le mec a fait son propre miel d'hydromel, il a fait son propre alcool, il a vécu vraiment chichement. C'est un personnage fantasque, complètement cinglé, qui vivait de l'aumône parce que les gens le week-end venaient aller le voir, allaient le voir parce que c'était un personnage. Frédéric Mitterrand et toute la bande en ont entendu parler, Breton, Picasso. Quand Frédéric Mitterrand est passé le voir, il était à poil, il les a reçus en faisant un étron devant eux, en étant « vous avez rien à foutre chez moi ». Donc ce mec est génial, il s'est coupé l'herbe sous les pieds, il s'est scié la branche sur laquelle il était assis. Il aurait pu monter, il n'a pas voulu. Plusieurs fois. Et il est resté fidèle à lui-même. Il disait très bien, ils sont riches, ils sont pauvres de leur richesse et je suis riche de ma pauvreté. Le soir, le jour, je suis un mendiant. Le soir, je suis un roi. Et il avait son village tout fait en cul de bouteille de toute la gnôle qu'on lui donnait aussi parce que c'était un gros buveur. Poétique, bachique, dionysien, apocalyptique, autodestructeur. Mais avant tout poète, et ça pour moi, n'importe quel de mes élèves, je leur dis checker Chomo, même déjà ce qu'il y a sur YouTube, parce qu'il y a eu 2-3 vidéos qui ont été faites de lui. Parle de notamment le mec qui a fait sa biographie, donc c'est le fameux Le Rodochin, et c'est fondamental. Eh bien, tu viens de répondre à mes 2 autres questions en même temps, puisque je t'aurais demandé un ouvrage et une citation, et tu viens de le faire dans la même réponse. Alors la citation, je vais quand même en dire une autre. Alors vas-y. C'est avec la pression, le charbon devient diamant. Parce que je dis ça avec mes élèves, la valeur travail a tendance à être évacuée, la facilité et la disponibilité des logiciels, même par exemple de la vidéo, avant, il y a 20 ans, quand t'avais une caméra, t'étais vidéaste de surcroît, tu vois. Ah putain, tu fais de la vidéo, oui, parce que t'avais une caméra, même un petit H8, quoi. Maintenant, n'importe qui fait de la vidéo, donc il y a cette disponibilité, cette démocratisation des moyens, de l'image. La pyramide, c'est pas parce que la base, elle est plus large que le pyramidion, il est d'autant plus haut. C'est que ça monte plus de merde, c'est parce qu'il y a plus de gens qui en font qu'il y a plus de qualité, il y a plus de merde à trier. YouTube en est là, et Instagram en est la belle la consécration, et le pyramidion il est plus élevé, donc c'est la valeur travail. C'est mon côté suisseau-calvinisto-protestant peut-être qui fait qu'il faut travailler, c'est ça. La citation, c'est de qui ? C'est de ma grand-mère. Merci Mandrill. Merci à toi. Vous retrouverez le travail et l'actualité de Mandrill sur Instagram notamment et sur son blog mandrill.ch. Vous retrouverez également un lien vers la biographie de Chomo qu'il a cité sur le site lonapolis.com. Je vous invite bien entendu à le commander chez votre libraire préféré. Vous pouvez également écouter la bande-son de ce podcast composé par Ravayek, lui-même élève de Mandrill, dans la playlist Spotify et iTunes de Lonapolis, une playlist choisie par les artistes. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.